فالجزائر لم تنسى ولن تنسى أن قضيتها التحررية وجدت في مؤتمر بندونغ أول مؤيد لها وأهم داعم لرسالتها وخير نصير تضامن معها وأيد عدالتها، وكان له الفضل كل الفضل في تسجيلها كأول قضية لتصفية الاستعمار يتم إدراجها بصفة مباشرة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إننا وإذ نستذكر فضل أشقائنا وأصدقائنا علينا نحيي ثبات حركتنا هاته على مبادئ بندونغ وروح بندونغ وتطلعات بندونغ، ونحيي بذات القدر تمسكها بمواقفها الأصيلة والمتأصلة الداعمة للقضايا التحررية عبر العالم، والداعية في ذات الحين إلى إصلاح منظومة الحوكمة الدولية في مختلف جوانبها الاقتصادية منها والسياسية والنقدية منها والتجارية. Bon, on est en plein dedans, le monde bouge, on sent les lignes qui se redessinent, les tensions qui montent. Oui, c'est palpable. Une sorte de réorganisation générale. Et au milieu de tout ça, on entend beaucoup parler du Sud global. C'est un terme qui revient sans cesse. Ah oui, le fameux Sud global. Explosif. Pratique comme concept, peut-être un peu fourre-tout. C'est possible. L'idée, c'est et justement dans ce contexte, il y a eu ce discours du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Un discours qui a fait parler des autres. Oui, j'ai vu ça. Et surtout, il faut vraiment regarder de près ce type de déclaration pour comprendre ce qui se joue derrière les mots, les stratégies telles qu'elles nous sont rapportées. Parce que Sud global, c'est la vitesse. Ça recouvre quoi exactement? Une vraie unité? J'ai des doutes. Il faut bien voir que le visa et ce discours algérien, est-ce que c'est une vraie vision, une feuille de route, ou est-ce que c'est plus une posture, une réaffirmation de principes, peut-être un peu teintée de nostalgie? La nostalgie de Bandoul, par exemple. Exactement. Bandoul, l'âge d'or du non-alignement. C'est puissant comme référence. Mais est-ce que ça parle encore aujourd'hui? Ou c'est juste un symbole qu'on agite? Il faut creuser. Alors allons-y, commençons par là justement. Bandoul, une mesure forte quand même. Attaf s'y fait clairement référence. Oui, il ancre l'Algérie là-dedans, dans cet héritage de 55. Il dit même, je crois, quelque chose comme l'Algérie n'a pas oublié que sa cause de libération a trouvé à Bandoul son premier soutien. C'est fort. Très fort. Et c'est pas juste un rappel historique. Non, c'est une façon de dire. Notre combat d'hier contre le colonialisme, il continue aujourd'hui contre d'autres formes de domination. Donc le message économique, net, politique, la sécurité nationale, l'hégémonie moderne en somme. Voilà. Une posture de fermeté. L'Algérie se pose en quelque sorte comme la gardienne de cet esprit de résistance originelle. La gardienne du temple. Est-ce que la fidélité et la constance de grands mots? C'est plutôt un prétexte? Mais est-ce que cette référence quasi sacrée à Bandung, c'est pas aussi un moyen pour Alger de revendiquer un leadership moral? Un leadership sur le Sud. Oui, une sorte de magistère moral, mais qui sonne peut-être un peu daté. Le monde de 1955, c'est plus celui d'aujourd'hui. C'est clair. Les acteurs ont changé, les ont eu aussi. Quand on parle de non-alignement aujourd'hui, face à la Chine, aux États-Unis, ça veut dire quoi concrètement? Bonne question. Alors, quand Attaf dit nous saluons la constance de notre mouvement, et cette réponse algérienne, ou plutôt la situation qui a mené, parce que certaines analyses pointent d'abord une politique marocaine, c'est une critique vécue de l'autre côté à Tunis. Mais cette constance, c'est aussi ce qui justifie, dans leur discours, la critique de l'ordre mondial actuel. C'est là qu'on touche au cœur géopolitique. Ah, la fameuse réforme de la gouvernance mondiale. Exactement. L'appel est explicite. Réformer le système dans ses dimensions économiques, politiques, monétaires et commerciales. C'est pas juste un ajustement qu'il demande. Non, c'est une refonte. Une remise en cause directe des institutions de Bretton Woods, de l'ONU, enfin, surtout du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité jugé antidémocratique, le FMI et la Banque mondiale accusés d'imposer leurs conditions. L'OMC qui favoriserait les riches. C'est un réquisitoire assez classique, mais venant d'Alger, ça a un poids particulier. Une pression vraiment mal les place clairement dans le camp de ceux qui veulent un monde multipolaire, aux côtés de la Russie, de la Chine, des BRICS élargis. Tout ce groupe qui conteste la domination occidentale. Voilà, ça crée du ressentiment. Mais critiquer, tout le monde le fait, ou presque. C'est devenu assez courant. La question, c'est point. Quelle alternative? Qu'est-ce qu'Alger met sur la table concrètement?
Réformer, d'accord, mais comment, vers quel modèle? Elle ne viserait pas que ses voisins directs. C'est souvent le cas dans ce genre de discours de principe. On lui prête une stratégie plus large. Il y a ce paradoxe. D'un côté, un discours très anti-système occidental, et de l'autre, la réelle politique, les relations nécessaires avec ces mêmes pays occidentaux, l'Europe notamment. C'est que bien sûr, cette politique et d'autres, l'énergie, par exemple, l'Algérie est un fournisseur majeur pour l'Europe. Comment on concilie le discours sur la souveraineté absolue et cette interdépendance très concrète? C'est pas un grand écart permanent. C'est de l'Afrique, c'est tout l'intérêt d'essayer de lire entre les lignes, de décrypter les messages non dits. Il y a plusieurs destinataires, je pense. Avec ce message en filigrane pour les Européens. Oui. À l'Occident, le message c'est « traitez-nous d'égal à égal ». Fini le paternalisme, fini le temps où on nous dictait notre conduite. Notre histoire nous donne ce droit. L'invocation de Bandung comme bouclier anti-ingérence. C'est exactement cette grille de lecture qui est une affirmation de dignité. C'est ça, une dignité basée sur l'histoire de la libération. D'égal à égal. C'est une belle formule, c'est sûr. Dans certains, parle à la fierté nationale. Mais la réalité des rapports de force, parfois, c'est cette idée de l'égalité proclamée. La France, elle se heurte souvent à la symétrie des moyens pour économique, militaire. Est-ce qu'on peut vraiment rester sur cette ligne pure quand on négocie des contrats gaziers ou des accords de sécurité d'influence? C'est la question de la marge de manœuvre réelle. Est-ce une posture pour mieux négocier ou un principe intangible? Probablement un peu des deux. Sans doute. Plus vaste. Et les autres destinataires, les partenaires du Sud? Oui, clairement. Aux pays d'Afrique, d'Asie, c'est un appel à la solidarité. Serrons les rangs face aux pressions, coordonnons-nous à l'ONU pour peser plus lourd. L'Algérie en leader, en catalyseur de cette unité du Sud. Elle se présente comme ça en tout cas. Elle met en avant son rôle possible de médiateur, sa position au Sahel, son engagement sur la Palestine. Elle se voit comme un pivot. Très calculé. L'ambition est là, c'est indéniable. L'Algérie a des atouts. Mais peut-elle vraiment fédérer ce Sud global? Vous semblez sceptique. Ce sont les motivations et la stratégie. Ce Sud, il est tout sauf uni. Au Maroc, les intérêts sont divergents, parfois même opposés, les rivalités régionales, la compétition économique, politique. C'est vrai. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, fascinant. Ils n'ont pas tous la même vision. Et en miroir de cette stratégie marocaine, les réunir sous la bannière de Bandung aujourd'hui, ça me paraît plus un vœu pieux qu'une stratégie réaliste. N'est-ce pas plutôt une façon pour Alger d'affirmer son propre poids, surtout dans son voisinage? C'est une lecture possible, très pragmatique. Et il y a un dernier destinataire, crucial. L'opinion algérienne, j'imagine? Bien sûr, il ne faut jamais oublier la dimension intérieure. Ce discours, ça sert aussi à consolider le front intérieur, à renforcer l'image d'une Algérie respectée, souveraine, fidèle à son histoire. La fibre patriotique, l'héritage révolutionnaire, vu comme des ressorts puissants pour mobiliser des atouts tangibles. C'est un classique, mais ça fonctionne souvent. Post-coloniale aussi. Oui, c'est une utilisation assez courante de la scène internationale pour des objectifs de politique intérieure. Ça ne veut pas dire que le discours sur les principes est insincère. Bon, mais il faut garder cette dimension en tête. Évidemment, tout à fait. C'est l'énergie. Alors, si on essaie de synthétiser un peu la portée géopolitique de tout ça. Et avec la crise énergétique actuelle, idéologiquement, la recherche européenne de ancrage dans le Sud global, contestation de l'ordre occidental, promotion du multipolarisme. J'essaie d'utiliser cette carte stratégiquement d'égal à égal avec les Européens. Ça s'inscrit dans une diplomatie plus active sous la présidence Tebboune. On voit une volonté de revenir sur la scène, de jouer un rôle avec des médiations régionales, même si les succès ne sont pas toujours au rendez-vous. Le rôle de pont vers l'Afrique subsaharienne, au Niger, à la Libye, un poids diplomatique, militaire, régional. Mais l'engagement est là. Selon cette vision, il y a la dimension symbolique. Ah oui, le fameux capital symbolique. Bandung, la Révolution, peu de pays peuvent jouer cette carte avec autant de force. C'est un atout immatériel énorme, une sorte de soft power historique, si on veut. Ça permet de se poser en défenseur des principes, même quand on n'a pas forcément la puissance économique ou militaire d'autres acteurs. Exactement. Ce capital symbolique, c'est un levier. Oui, mais c'est la distinction incontournable en géopolitique. Oui. Est-ce que ce capital symbolique, cette posture morale, ça pèse vraiment lourd face aux réalités brutes? C'est-à-dire face aux rapports de force économiques, aux dépendances technologiques, au jeu des alliances militaires. Est-ce que l'histoire et la morale suffisent? Quand il faut négocier le prix du gaz ou coopérer sur le terrorisme au Sahel. Voilà. Est-ce que les principes tiennent face aux intérêts stratégiques les plus crus? La réalité, le symbole, peut-il vraiment l'emporter sur le pragmatisme franc? C'est toute la question, et tout le défi pour Alger. Pour conclure, je dirais que ce discours, c'est bien plus qu'une simple déclaration. C'est un manifeste. Un manifeste politique. Oui, l'affirmation d'une vision du monde et de la place que l'Algérie veut y tenir. Une place d'acteur souverain qui ne demande pas la permission. Forte de son histoire. Exactement. Et qui défend des principes de justice et de
liberté qu'elle estime universelle et qu'elle rappelle avoir conquis de haute lutte. C'est une posture fière, ancrée dans l'histoire, c'est indéniable. Mais ça laisse une question en suspens, et les réseaux sociaux, une question vertigineuse même. Laquelle ? Dans ce monde hyper connecté, où les blocs se reforment, où les pressions sont énormes. Jusqu'où peut-on vraiment tenir une ligne de non-alignement sans faire de compromis. Oui, sans faire de compromis douloureux, sans devoir accepter des choses qui écorchent un peu cette belle image de pureté, de souveraineté totale. Est-ce que l'esprit de Bandung peut survivre au calcul froid du XXIe siècle ? Ou n'est-il qu'un étendard ? Un étendard magnifique, certes, mais qui masque peut-être une réelle politique beaucoup plus complexe, plus nuancée, comme on le dit. C'est l'élément qui ajoute une couche de complexité. Et elle risque de le rester encore un moment. Beaucoup de commentaires, d'analyses, surtout